Alors je le disais, on va également parler sur ce plateau du CETA. Il va y avoir ce vote demain au Sénat, le Sénat qui va être invité à ratifier ou non cet accord de libre-échange qui a été conclu en 2016, qui est entré en vigueur en 2017, qui a été voté une première fois par l'Assemblée nationale en 2019 et qui attendait donc de passer au Sénat. Emmanuel Capus, on peut dire que c'est la plus longue navette parlementaire qu'on ait jamais vue. Vous allez voter pour ? Moi, je vais évidemment voter pour cet accord pour deux principales raisons. D'abord, c'est un accord avec le Canada. Le Canada, c'est pas n'importe quel pays. Le Canada, c'est la Nouvelle-France, c'est nos cousins. Si on n'est pas capable, le lendemain de la Journée internationale de la francophonie, de trouver un accord commercial avec le Canada, il faut qu'on arrête le libre-échange. Il n'y aura pas d'autres pays plus proches que nous. On les a déjà abandonnés une première fois en 1763. On ne va pas les abandonner une deuxième fois. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de raison de les abandonner. Parce que cet accord, c'est un bon accord. Franck Riester l'a très bien dit. C'est un excellent accord pour notre économie, pour notre défense nationale, parce que c'est plus simple et c'est plus agréable d'acheter du lithium ou de l'uranium au Canada plutôt qu'aux Russes. Donc c'est un bon accord pour notre économie. On ne peut plus avec la Russie. Et c'est un bon accord pour notre agriculture, parce que là, il y a un point de crispation sur lequel certains... C'est ce qui fait débat. Oui, ça fait débat, mais artificiellement, parce qu'il n'y a aucune raison. C'est un très bon accord pour notre agriculture. Je ne parle même pas des fromages, des AOP, de nos viticulteurs, qui sont vent debout contre le fait qu'on ne puisse pas signer cet accord. Et c'est aussi un bon accord, y compris même pour la filière bovine, puisque on a le recul depuis 2017, et depuis le 2017, il n'y a pas de viande bovine qui a été vendue par les Canadiens Alors oui, on a les en chiffres, Europe pour une raison très simple. C'est comme l'a dit Riester, il y a déjà des mesures miroirs qui font qu'il est totalement impossible pour un Canadien de vendre de la viande de bœuf hormonée ou sous antibiotiques en Europe. C'est pas possible, c'est interdit. Oui, alors, on va donner le chiffre sur l'échange de bœuf en 2023. 1400 tonnes de bœuf importées du Canada contre 14 000 tonnes de bœuf exportées de l'Union européenne vers le Canada. Max Brisson, est-ce que c'est un bon accord ? D'abord, moi, je voudrais remercier les sénateurs communistes de nous proposer ce débat. Parce que la navette a mis 5 ans, un quinquennat de navette. Donc, grâce aux sénateurs communistes, nous allons avoir un débat. C'est important, quand même, le sujet du commerce international, d'un accord international de commerce qui est appliqué partiellement sans passer par le Parlement. Et d'ailleurs, si cet accord était aussi bon... Oui. Qu'on vient de l'entendre. D'abord, je dirais à M. Riester que ce n'est pas en insultant ses anciens amis qu'on amène à les convaincre de voter pour. Il pourrait mettre un peu plus d'empathie lorsqu'il nous parle. Je pourrais dire la même chose de M. Le Maire aujourd'hui. Je pourrais dire la même chose de M. Le Maire. S'ils ont envie que nous apportions le soutien aux mesures qu'ils proposent, ils pourraient mettre un peu de bienveillance. Ça nous permettrait peut-être de voir les choses plus tranquillement. Mais si cet accord est un bon accord, pourquoi 10 pays de l'Union européenne aujourd'hui, 10 gouvernements de l'Union européenne ne le mettent pas aux discussions du Parlement? Pourquoi le gouvernement a laissé passer 5 ans, et encore, ils viennent devant le Sénat demain, contraints et forcés par l'inscription du sujet sur le groupe communiste? Je pense que cet accord du CETA appartient à un ancien monde. Je pense qu'il appartient à un monde du libre-échange qui a eu sa raison d'être. Le monde a beaucoup changé. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être naïf. Je pense mais il faut envoyer un message au gouvernement et à l'Union européenne et à la Commission européenne. Je suis bien sûr favorable au libre-échange, je suis bien sûr favorable à la libre circulation, mais pas surtout et pas partout. Mais vous souhaitez vraiment que cet accord ne soit plus appliqué ? En tous les cas, moi, vous savez, il sera appliqué de toute façon, comme il est aujourd'hui. Il faut mesurer que le vote que nous allons émettre demain est un vote qui a ses limites quant à son application. C'est quoi ? Donc c'est un signal politique, signal politique aussi pour les agriculteurs. En politique, il y a des symboles. C'est au-delà des agriculteurs. C'est tout simplement aussi de dire à la Commission européenne qu'on ne peut plus continuer sur le schéma des années 90, que les accords de Marrakech ont trouvé leurs limites, que l'OMC a trouvé sa limite. Le commerce équitable est nécessaire. Cet accord appartient à l'ancien monde de la dérégulation, de la mondialisation. La mondialisation ne peut pas être l'alpha et l'oméga de toutes les politiques commerciales. Le mot souveraineté
est devenu un mot important. Et il faut aussi que l'on pense souveraineté européenne et souveraineté nationale. Donc je comprends que vous voterez contre. Je voterai contre. Colombe-Bruxelles. Donc vous dites que c'est un accord de l'ancien monde. Il a été effectivement négocié sous François Hollande. Pourquoi le groupe socialiste s'y oppose donc aujourd'hui? Il y a 3 sujets majeurs. D'abord, il y a un sujet démocratique. Et ça n'est pas anecdotique dans le monde dans lequel on vit que d'avoir un vrai sujet démocratique. Pardon, mais quand Franck Riester, avec tout le respect que j'ai pour le ministre qu'il est, dit c'est un accord temporaire, depuis 7 ans, enfin franchement, tout ça n'a pas de sens. 2019 à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, habilement, nos collègues sénateurs communistes arrivent à faire inscrire cet accord au Parlement. Mais enfin, de quoi le gouvernement a-t-il peur? Qu'on débatte, qu'on échange, qu'on échange des arguments? On va rappeler qu'en 2019, c'était passé ric-rac à l'Assemblée nationale. C'est peu de le dire. Bon, donc déjà, il y a un problème démocratique, c'est qu'il n'y a aucune raison, et d'ailleurs, nous l'avions dit à l'époque, dès 2016, les accords de libre-échange, ils doivent pouvoir être discutés évidemment par les parlementaires, mais au-delà, ils doivent être discutés avec l'ensemble de la société, parce qu'on voit bien que c'est la société tout entière qui est impactée par des accords de cette nature-là. Donc il y a un problème démocratique. Alors vous me direz, la seule bonne nouvelle, c'est que, mise en œuvre à titre temporaire et transitoire depuis 7 ans, on peut en faire le bilan. Mais le bilan, au-delà de ce qui était rappelé par le ministre, c'est qu'il y a 40% des échanges qui concernent les énergies fossiles. Est-ce que c'est aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, ce que nous souhaitons comme étant une priorité dans les accords de libre-échange, faire en sorte qu'on puisse s'échanger des matières plastiques qui vont aller polluer l'ensemble de... Non, tout ça n'a pas de sens. Donc, il faut le rediscuter ou vous voulez vraiment en sortir? Il est appliqué quasiment à 84% cet accord, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, et c'est un sujet qui, en effet, tient à cœur aux socialistes que nous sommes, la libéralisation des services publics, c'est quelque chose contre lequel nous nous sommes toujours opposés. Donc, il faut, en effet, voter contre cet accord demain. Emmanuel Capus, quelle lecture faites-vous de ce vote que vous voyez de vos collègues socialistes ou LR? Tout à l'heure, Hervé Marseille disait... ça sent aussi les élections européennes, la volonté de faire perdre Emmanuel Macron, le président du groupe Union Centriste. Pour moi, c'est l'incompréhension totale. Parce que je comprends bien l'objectif des communistes. Ils sont logiques, ils sont toujours dans leur... Ils sont cohérents avec leur idéologie, ils sont contre les libre-échanges et ils ont toujours été plus tournés vers la Russie que vers l'Atlantique. Donc un accord de libre-échange avec le Canada, ça ne les intéresse pas. Mais pour les autres, je suis certain que demain, il y aura beaucoup de gens de tous les bancs qui sont favorables à défendre nos relations avec le Canada et qui, parce qu'on l'a bien compris, qui ne pensent pas que le Sénat est là pour faire des coups politiques, pour envoyer soit un signal au gouvernement, soit, comme l'a dit Mac Brisson, à la Commission. On n'est pas là demain pour envoyer un signal à la Commission, on est là pour savoir si on veut faire un libre-échange avec le Canada et je crois qu'on est en fait très nombreux à le souhaiter. Très rapidement, Mac Brisson, est-ce que vous êtes dans le coup politique en faisant ça? Vous savez, le débat sur la mondialisation et la libéralisation totale de l'économie, c'est un débat ancien et qui a parcouru ma famille politique. C'était l'opposition entre Alain Juppé et Philippe Seguin. J'étais plutôt du côté d'Alain Juppé. Et de temps en temps, je me dis que la parole sur la souveraineté qui était portée par Philippe Seguin n'est plus dans ce pays et la parole de Philippe Seguin manque à ce pays. Et de temps en temps, il faut aussi reconnaître ses erreurs. Voilà, on a laissé aux populistes le thème de la souveraineté. Il y a des secteurs stratégiques, l'agriculture, la souveraineté alimentaire. Il y a des questions aussi de la mondialisation. On ne va pas produire toujours plus loin pour faire venir toujours à coût le plus faible possible. Il y a la question de la réciprocité. Donc oui, je pense que le CETA est un modèle ancien et qu'il serait temps, à l'occasion de ce débat, et j'en remercie à nouveau les communistes, parce que le débat démocratique est important, parce qu'à confisquer les décisions européennes, on nourrit les populistes. Donc débattons, discutons, sans envoyer des anathèmes et sans renvoyer les sénateurs communistes à la Russie soviétique d'autrefois, ce qui est absurde, cher Emmanuel. Donc vous voterez donc avec la gauche, avec les écologistes, oui, avec les communistes. Et non, mais donc demain, le mot souveraineté, c'est un mot qu'il faut travailler ensemble parce que c'est stratégique pour le pays. Et excusez-moi, le transpartisan sur les questions stratégiques, ce n'est pas nouveau dans notre pays, heureusement d'ailleurs. Et ça sera donc un vote qui sera scruté demain et que vous pourrez suivre en direct sur Public Sénat. Autre thématique qui a animé les échanges, la situation à Sciences Po. La semaine dernière, une polémique a éclaté après qu'une étudiante de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, a été empêchée d'entrer dans un amphithéâtre où se tenait une manifestation pro-palestinienne. Cette situation et la réaction ensuite du gouvernement la semaine dernière, réaction vive du gouvernement, a fait l'objet d'un échange tout à l'heure, Mathias.
Oui, absolument, Tam. Vous l'avez dit, c'était l'un des événements de la semaine dernière, cette manifestation pro-palestinienne à l'intérieur des locaux de l'Institut d'études politiques de Paris et les zones d'ombre qui planent autour de possibles comportements antisémites. C'est donc le sénateur des Vosges, Jean Ingres, centriste, particulièrement impliqué sur les questions d'éducation, qui, sous les applaudissements de la droite, a demandé des éclaircissements au gouvernement et notamment les leviers que peut actionner le gouvernement pour faire tout simplement changer ce type de comportement à Sciences Po. Écoutez-le. Mais voilà que les dignitaires académiques se cabrent et crient à l'attentat contre leur sacro-sainte indépendance. Tenez-vous bien, le citoyen roi, grand dispensateur des deniers publics, ne veut plus financer la diffusion de cet évangile woke. Sciences Po, sirotant à la paille 35% de fonds publics, peut-elle vraiment jouer les divas intouchables? L'autothème de l'autonomie pédagogique ne demande-t-il pas, à l'instar d'un scénario usé, une petite retouche créative? Voilà une perche tendue à la ministre de l'Enseignement supérieur qui, bien évidemment, elle s'en est saisie. Elle n'en demandait pas tant. Écoutez-la. Nous avons transmis un signalement à la procureure sous forme d'un article 40. Les témoignages sont clairs. L'étudiante de l'UEJF a été empêchée par 2 étudiants d'accéder à la conférence. On nous a rapporté des signalements de propos antisémites gravissimes. Ils sont transmis à la justice. Parce que oui, nous sommes dans un état de droit. Une affaire qui a fait réagir jusque dans les plus hautes sphères de l'État, puisque le Premier ministre Gabriel Attal en personne s'est rendu devant le conseil d'administration de l'école. C'était cette semaine pour les notifier de la saisine de la justice par le gouvernement. Merci beaucoup Mathias. Gabriel Attal qui s'est rendu mercredi dernier donc au conseil d'administration de Sciences Po sur ce sujet. On va tout de suite rejoindre Quentin Calmet qui s'est trouvé avec le sénateur Pierre Ouzoulias. Bonjour Pierre Ouzoulias, merci de nous avoir rejoint au micro du Public Sénat, la commission de la culture et de l'éducation qui reçoit tout à l'heure Laurence Bertrand d'Orléac, présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, pour faire le point sur la situation à Sciences Po Paris. Qu'est-ce que vous attendez précisément de cette audition ? Première chose, je crois qu'il est important de dire que l'antisémitisme n'est pas un racisme ordinaire. C'est un racisme qui dure depuis 2000 ans, qui a ses racines très profondes dans la constitution de ce qu'on peut appeler l'identité occidentale. Et il faut absolument combattre l'antisémitisme par toutes les formes. Après, ce que j'attends de l'audition, c'est que on nous explique la réalité des faits. J'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas aussi évidents que ça. On ne sait pas encore. Non, que les choses sont complexes, que les témoignages sont contradictoires. Et par ailleurs, est-ce que c'est vraiment à nous de faire le travail de la justice? La justice a été saisie. Maintenant, il faut laisser faire la justice. C'est ce que j'allais vous dire, Pierre Ouzoulias. Le 13 mars dernier, la direction de Sciences Po a annoncé avoir saisi le procureur de la République de Paris, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, sur effectivement un étudiant juif qui aurait subi des faits discriminatoires à caractère antisémite en marge de l'occupation de cet amphithéâtre Émile Boutmy. Il est difficile de se prononcer parce qu'il y a donc cette enquête judiciaire qui démarre, mais le politique doit-il du coup se prononcer ? Moi, il y a quelque chose qui me choque dans ce qui s'est passé. Bon, les actes antisémites s'y sont avérés, bien évidemment, mais aussi l'intervention du politique au plus haut niveau de l'État. Jusqu'au Conseil des ministres par le chef de l'État. Jusqu'au Premier ministre qui s'invite dans le Conseil d'administration de Sciences Po comme s'il était chez lui. Et là, je trouve qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Et la limite, c'est l'autonomie des universités et les franchises universitaires. C'est quelque chose qui dure depuis le XIIIe siècle et qui fait qu'il n'y a pas d'ingérence du pouvoir politique dans les affaires internes des universités. C'est un point essentiel. Et c'est ce qui nous distingue aujourd'hui de la Hongrie. Et c'est ce qui d'ailleurs a été rappelé par les enseignants et chercheurs qui ont écrit lundi cette phrase. À l'heure où cet événement fait l'objet de désinformation et de récupération politique, il est indispensable de laisser les instances compétentes mener à bien cette mission sans ingérence extérieure, qu'elle soit gouvernementale ou médiatique. Donc c'est ce que vous venez de rappeler. Je les soutiens totalement. Une dernière question. Sciences Po Paris est devenue une ZAD islamo-gauchiste, a dit Éric Zemmour. Pourquoi l'Institut d'études politiques de Paris est-il comme cela visé aussi par la droite de la droite? Alors vous savez, dans les années 60, Sciences Po était le repère des marxistes, puis dans les années 70 des maoïstes. Sciences Po forme l'élite de l'élite. Moi, je n'ai pas vu changer énormément la société française quand ces élites ont pris le pouvoir. Donc il faut relativiser les choses. Eh bien merci. Merci Pierre Ouzoulias pour cette réaction au micro de Public Sénat.
Merci beaucoup Quentin pour cette nouvelle interview. Colombe Brossel, votre réaction d'une part à cette polémique qui a bousculé Sciences Po Paris la semaine dernière, et puis la réaction aussi qu'il y a eu de la part du gouvernement, et notamment le fait que Gabriel Attal se soit rendu dès mercredi à Sciences Po lors du conseil d'administration. Finalement, 3 choses. La première, pardon, mais il faut le rappeler à chaque occasion qui nous est donnée, l'antisémitisme doit être dénoncé partout, tout le temps, et toutes les réponses judiciaires, administratives doivent y être apportées. Et je le redis, je crois que ça nous rassemblera tous, mais je crois qu'il faut le redire à chaque fois. Il n'y a aucune place, ni pour l'antisémitisme, ni pour le racisme, nulle part dans notre société. Et donc, c'est sain de se le redire à chaque fois. Il n'y a pas d'endroit où c'est normal, il n'y a pas d'endroit où ce serait... Voilà, point, et à la ligne. Petit 2, au moment même où nous nous parlons, la présidente de la Fondation des sciences politiques est auditionnée par nos collègues de la commission culture-éducation du Sénat, et je crois qu'on va aller rejoindre l'audition après. Le sentiment que j'en ai, c'est que Sciences Po, dans un moment par ailleurs compliqué de la vie de cette institution, avec la démission de son directeur, Mathias Vischer, ce sont aussi des choses qui arrivent dans la vie des institutions, mais dans un moment compliqué. Je comprends que Sciences Po a fait un article 40, comme la ministre l'a... Saisit la justice absolument, autour des événements qui ont lieu dans cet amphithéâtre. Pour que toute la lumière soit faite, et il y a une enquête administrative qui est en cours, et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que l'institution a fait ce qu'il fallait faire. Il va falloir qu'elle continue, l'institution, parce qu'au-delà des enquêtes administratives et judiciaires, il y a évidemment à continuer à animer un travail auprès des enseignantes, des étudiants sur tous ces sujets, qui sont des sujets qui doivent continuer à être travaillés en termes de projets, de prévention, d'animation, bien entendu. Et puis, il y a quand même un petit sentiment de mal à l'aise. Et je ne peux pas faire semblant qu'il n'existe pas sur le fait que le Premier ministre s'invite, tout le monde a repris cet élément de langage, mais vous voyez bien à quel point il est gênant, s'invite dans un conseil d'administration pour venir y prononcer un discours, partir sans avoir eu aucun échange avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, parce que j'en ai compris. Reprise en main de l'institution, il a parlé d'un poisson qui commence à mourir par la tête. Le poisson pourri par la tête. Bon, si on veut faire avec les autres, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut ouvrir un cadre de dialogue pour construire. Et j'avoue que cet épisode, alors il a entraîné une réaction, et Pierre Ouzoulias y faisait mention à l'instant, de l'ensemble des doyens et directeurs des centres de recherche, qui disent que ça n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Je crois qu'ils ont raison. Qu'est-ce que vous inspire effectivement la réaction des doyens, des directeurs de centres de recherche qui ont dit « La liberté académique garantit le droit d'enseigner, de mener des recherches en toute indépendance, sans ingérence de quelque autorité extérieure que ce soit, y compris l'État. Les allusions à une éventuelle reprise en main de notre établissement lors du conseil d'administration du 13 mars contreviennent ostensiblement à ce principe cardinal. » Max Brisson. D'abord, permettez-moi de dire, dans le prolongement de ce qu'a dit Colombe Brossel tout à l'heure, c'est que l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et la ministre tout à l'heure a indiqué qu'il y avait des faits gravissimes, je reprends, je crois, ces paroles, d'antisémitisme. Dans ce cas, la justice doit passer. Et elle doit être impitoyable. Le racisme, l'antisémitisme ne sont pas des opinions qui se discutent, ce sont des délits. Et notre pays doit les éradiquer. Il faut toute la fermeté de la justice. Je crois que là-dessus, nous serons tous d'accord, parce que l'antisémitisme est un délit. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que la direction de Sciences Po, et peut-être d'autres établissements d'enseignement supérieur, doivent quand même s'interroger sur la capacité à ce que la confrontation des idées, à ce que le débat, qui est l'honneur de l'université, l'honneur de l'enseignement supérieur, puisse être rétabli. Parce que dans certaines universités, peut-être malheureusement aujourd'hui à Sciences Po, la diversité, le pluralisme des idées ne trouve plus sa place. Et donc, je trouve que le gouvernement, que l'État, est légitime à interroger. Alors après, la méthode, on peut la discuter, le passage éclair du Premier ministre peut être discutable, mais la société, la nation, peut poser quand même des questions à l'enseignement supérieur sans qu'il se drape immédiatement dans une sorte de dignité officielle. Je suis un partisan de la liberté académique. Il m'est arrivé, avec Pierre Ouzoulias, de la défendre dans l'hémicycle. Mais la liberté académique est celle que la nation a fixée à son université depuis longtemps. Elle est très importante. Ça vous inquiète? Mais il n'empêche aussi que le pluralisme de notre société, la diversité de notre société, la capacité que d'autres opinions puissent s'exprimer dans les lieux de construction du savoir,
C'est tout aussi important que les libertés académiques. Le pluralisme est aussi un principe de notre République, tout autant que la liberté académique. Les deux doivent être protégés. Et donc, il appartient bien au gouvernement, ce qui représente aujourd'hui la nation, de dire des choses. La méthode n'est peut-être pas la bonne, mais en tous les cas, le questionnement me semble en effet le bon. Emmanuel Capus, qu'est-ce qui vous inspire cette situation? Le fait qu'il y ait une vraie difficulté à avoir un débat aussi apaisé sur ces sujets dans nos universités. Certains craignent aussi l'importation des débats extrêmement radicaux qu'on a pu voir dans les universités anglo-saxonnes à la suite de la guerre Israël-Gaza. Israël-Hamas, pardon. Eh ben non, mais tout d'abord, comme mes collègues, évidemment, l'antisémitisme, comme vous le dites, ça n'est pas une opinion. Donc ça ne bénéficie pas de la liberté d'enseignement et d'opinion. Et donc c'est un délit qui doit être condamné, enfin, sanctionné, condamné. Ça c'est en un. En deux, Pierre Ouzoulias, qui est extrêmement fin, nous dit d'un côté, et il y a une incohérence, qu'il est gêné que le Premier ministre vienne à Sciences Po. D'un autre côté, il nous explique que Sciences Po était stalinien, puis maoïste, et aujourd'hui, en filigrane, on comprend que Sciences Po est wokiste, avec une forte influence de LFI. Donc il y a une indignation à double vitesse. Quand c'est la gauche qui fait de l'entrisme à Sciences Po, c'est bien. Quand c'est le Premier ministre qui fait une visite éclair pour rappeler que l'antisémitisme, c'est un délit, c'est pas bien. Donc pour vous, il était à sa place en venant à ce conseil d'administration. Ça ne contrevient pas au principe de liberté académique. Quelqu'un autour de ce plateau pense que la liberté d'enseignement dans ce pays, que la liberté académique est en danger? Moi, je ne crois pas. Le seul danger pour la liberté académique aujourd'hui, c'est le danger de l'influence wokiste qui se développe aux États-Unis, où on sent bien derrière l'antisémitisme, c'est pas bien, mais comme aux États-Unis. Mais ça dépend en partie des circonstances. Moi, je ne crois pas. Ça ne dépend pas des circonstances. L'antisémitisme, quoi qu'il arrive, c'est un délit. Vous avez tous commencé en parlant et terminé en parlant de l'antisémitisme. Est-ce que vous souhaitez une commission d'enquête sur l'antisémitisme à l'université? C'est ce que demande le président du CRIF, Jonathan Arfi, Colombe-Bruxelles. On sort, et Max Brisson il faisait allusion tout à l'heure, on sort d'une mission d'information conjointe, commission des lois, commission éducation, sur la question des agressions contre les enseignants. On a appelé ça rapidement la commission d'enquête Paty. Voilà, après l'assassinat de Samuel Paty. Et il y a eu un gros travail qui a été fait au cours de cette mission d'information, notamment sur les atteintes à la laïcité. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux également sur les questions de racisme et d'antisémitisme. Je ne suis pas complètement sûre qu'il ne soit nécessaire de recommencer une commission d'enquête en tant que telle. Mais ça serait sur l'université, c'est pas tout à fait la même chose que l'école. C'était exactement ce que j'allais vous dire. Ça a été, et j'ai eu l'occasion de le dire au cours de ces travaux, ça a été, me semble-t-il, l'un des angles morts des travaux que nous avons faits. C'est que nous avons beaucoup travaillé sur l'école au sens large, et pas sur le post-bac, parce que c'est l'université, mais ça peut être les grandes écoles. Bref, tout ce qui se passe après le bac, je pense que là-dessus, et je l'ai eu dit lors de nos travaux, je pense qu'il faudrait qu'on continue le travail pour voir cet état des lieux que nous avons fait finalement à l'école et premier et second degré, qu'on puisse le continuer après, parce que je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas tout autant de sujets qui soient posés une fois que les enfants sont partis dans le système universitaire ou de grandes écoles, ou quel qu'il soit d'ailleurs. Max Brisson, est-ce que je vous êtes favorable? pense que la conférence des présidents prendra très rapidement une décision, puisqu'une demande a été faite. Peut-être que la commission d'enquête est un dispositif lourd qui mobilise beaucoup de... Une demande a été faite dans votre groupe, pardon pas par notre groupe, mais au-delà de la demande du CRIF, j'ai l'impression qu'elle a été relayée par un groupe, mais il ne m'appartient pas de parler en son nom, puisque ce n'est pas le mien. Mais le président Lafont et le président Larcher d'abord, et le président Lafont en ont été informés. Moi, j'allais discuter ce matin avec le président Lafont. Il y aura certainement une réponse à un vrai sujet. Oui, le Parlement, je crois, est tout à fait légitime à se poser aussi la question de la manière dont des ingérences peuvent générer une remise en cause, d'ailleurs, des libertés académiques. Parce que, ça veut dire qu'on s'offusque aujourd'hui de la venue du Premier ministre à Sciences Po, mais les libertés académiques sont aussi menacées par des courants politiques qui sont quasiment totalitaires dans leur manière d'être. Ce n'est pas la première fois, mais je pense que le respect du pluralisme, le respect du débat, de la confrontation des idées, me paraît être aussi une injonction qu'il faudra peut-être rappeler à certains établissements dans sciences politiques. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débrief des questions au gouvernement.